Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui et bienvenue dans le 30 minutes. On va discuter aujourd'hui d'un sujet très sérieux. Alors vous allez me dire, comme d'habitude, oui, mais aujourd'hui, on parle du cancer colorectal. Alors c'est le deuxième cancer le plus meurtrier au monde derrière le cancer du poumon et pourtant, vous n'êtes que 30 à 35% à aller vous faire dépister. Docteur Pierre Leher, membre du CRCDC Grand Est, le centre de dépistage des cancers, est avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur Leher. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. On reviendra sur ce sujet qui est un sujet de santé publique très important tout à l'heure. Merci d'être avec nous. On parlera dans cette émission de transports en commun. Au Luxembourg, ils sont devenus désormais gratuits. Et pourquoi pas en France aussi. Sandrine, salut. Salut Margot. Pourquoi pas finalement? Et pourquoi pas? Écoute, en tout cas, c'est ce que j'ai posé à nos internautes et on verra ce qu'ils y répondent tout à l'heure. Super, merci en tout cas. On revient vers toi tout à l'heure. On retrouve maintenant Uranie Tozic qui se trouve en duplex depuis le CHR Metz-Thionville à l'hôpital de Mercy près de Metz. Une cellule d'orientation et de gestion de crise a été mise en place pour le coronavirus. Uranie, salut. Alors tu as été témoin de beaucoup d'appels ce matin. Salut Margot, et oui, énormément d'appels. Jusqu'à 11h ce matin, 87 appels ont été comptabilisés, 250 appels hier liés au coronavirus. Ça n'a pas cessé d'augmenter depuis la mise en place de la cellule de crise appelée COGEC depuis le lundi 24 février. Alors bien sûr, certains appels sont sans conséquence. Ce sont souvent des gens qui ont beaucoup de craintes, notamment depuis ce matin par exemple, où un cas a été avéré en Lorraine. Donc là forcément, c'était assez impressionnant. Alors on assistait à de nombreux exemples d'appels, suspicions, parfois quelques symptômes, etc. On ne sait jamais. Alors la cellule de crise et les personnes qui travaillent gèrent tout de la même manière. Ça permet aussi de désengorger le centre 15, cette cellule, pour pas que tous les appels soient mis au même endroit. Cette cellule est ouverte de 9h à 19h et les appels de nuit sont redirigés vers le SAMU. Et puis on a fait pas mal d'images. C'était assez impressionnant. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Merci beaucoup Uranie, on y revient dans juste un instant. Nous sommes le jeudi 5 mars 2020 et voici les infos à retenir aujourd'hui. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Plafonnement des prix des gels hydroalcooliques à partir de demain. C'est une mesure prise par le gouvernement pour contrecarrer l'envolée des prix depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Les commerces, pharmacies et les sites internet qui afficheront un prix de vente supérieur à 2 € pour les flacons de 50 ml et 3 € pour les flacons de 100 ml encourront une amende de 7 500 €. Pour les clients, la question du prix ne se posera donc plus, mais le problème de rupture de stock reste entier. Vous êtes en quête d'inspiration pour votre orientation? Rendez-vous mardi 10 mars de 9h à midi à l'hôtel de ville de Sarreguemines. L'agence Pôle emploi de Sarreguemines organise un forum formation et orientation. Une vingtaine d'organismes présentera les actions de formation disponibles pour faciliter l'accès ou le retour à l'emploi. L'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale seront aussi présentes. Un couple va vivre à 25 mètres de hauteur. Claire Branca et Antoine Neu sont en train d'aménager leur nid d'amour au sommet de l'ancien château d'eau de Petit-Réderchin. La commune leur a cédé l'édifice pour 1 € symbolique, mais l'aménagement va être long et cher. L'appartement de 125 mètres carrés sur 2 étages nécessitera plus de 3 ans d'aménagement. Un escalier et un monte-charge permettront d'y accéder. Au sommet, vue imprenable jusqu'aux Vosges. Le premier rôle, c'est d'être présent lors des manifestations. Cette semaine, la campagne des municipales est à l'écran. Retrouvez les 4 candidats tête de liste pour la ville de Bitche. Après tirage au sort, Benoît Kieffer pour la liste Bitche au cœur du pays de Bitche. Ferme la marche avec ses 15 minutes pour convaincre demain sur Mosaïque Cristal. C'est l'heure de la page météo. Voici en avant-première le temps qu'il fera demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Côté météo, on se dirige vers une amélioration pour la fin de semaine, mais demain sera une journée de transition. Le ciel reste bien nuageux, accompagné de quelques averses en journée, mais quelques éclaircies sont possibles dans le courant de l'après-midi. Le vent reste également présent avec des rafales pouvant aller jusqu'à 85 km/h. Côté température, les minimales seront comprises entre 2 et 4 degrés, les maximales entre 6 et 8 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Colettes. Le soleil nous accompagnera de 7h01 à 18h23. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances, on voyage aujourd'hui et grâce à Nicole et son magnifique lever de soleil sur les Alpes autrichiennes. Un grand merci à elle et à également tous nos téléspectateurs et téléspectatrices pour toutes les photos qu'ils nous envoient. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Face à la propagation possible du coronavirus en France, l'hôpital Mercy, près de Metz, a misé sur l'anticipation avec la mise en place d'une cellule d'orientation et de gestion de crise. Elle permet de traiter les appels liés au coronavirus en Moselle. Les appels n'ont pas cessé d'augmenter depuis plus d'une semaine. Uranit Ozic et Marie-Lu font assister à une matinée bien chargée. Reportage. Est-ce que vous revenez d'une zone à risque, madame ? C'est la première question posée pour un appel lié au coronavirus. Avant même que cette cellule de crise prenne les informations, tout passe en premier lieu par le centre 15. Si suspicion il y a, l'appel est redirigé ici. Sont présents 2 étudiants en médecine, un assistant de régulation et un médecin régulateur. C'est d'abord l'assistant qui prend le flambeau. L'objectif, créer un dossier administratif et déblayer le terrain. L'appel est ensuite retransmis aux externes en médecine pour un filtrage plus précis. Il faut alors déceler si les personnes ont des symptômes. Effectivement, il faut la voir surveiller, mais il n'y a pas de raison de s'affoler ou quoi. S'ils sont asymptomatiques, en fait, ils vont se protéger vis-à-vis des autres. En fait, ils vont protéger les autres d'eux, donc avec les masques, les mesures d'hygiène, etc. Maintenant, s'ils sont symptomatiques, on va creuser un petit peu plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fièvre et le syndrome respiratoire. S'ils ont les deux, en plus de revenir de zone à risque, là, va falloir qu'on fasse réguler par un médecin régulateur qui va plus pousser encore et voir s'il y a indication ou pas de prélever pour rechercher le coronavirus. Une consultation par téléphone est donc organisée. Si le patient n'est pas atteint, les consignes de sécurité lui sont redonnées. Si le patient semble atteint, fièvre, toux, difficultés respiratoires sont à surveiller. Et pour approfondir et parler organisation, nous sommes maintenant en liaison directe avec Madame Sayar Marie-Odile, directrice générale du CHR Metz-Thionville. Bonjour. Bonjour. Alors, on a compris le processus de la cellule de crise, mais si le patient est atteint, où est-il redirigé ensuite ? Alors, si le patient est atteint, pour l'instant, nous n'avons pas encore de cas avérés. Si le patient est atteint, pour l'instant, nous redirigeons sur Nancy, sur le CHU de Nancy. D'accord. Donc, il n'est pas confiné chez lui ? Alors, pour l'instant, nous parlons bien votre question porte bien sur un patient atteint, un patient dont le test a été confirmé. Dans le cas où ce serait positif, oui. Voilà. Si le patient est positif, pour l'instant, les personnes sont regroupées sur Nancy. Et certains appels, alors depuis la mise en place de la cellule, ont-ils débouché vers de vrais cas ? Alors non, vous disiez qu'il n'y a pas eu encore de cas réels, donc c'est plus des appels pour se rassurer, en fait, finalement. Alors, il y a évidemment une logique de réassurance. Il est clair que les personnes appellent, à juste titre d'ailleurs, dès lors qu'elles ont une question qui les taraude ou une suspicion dans leur parcours. Nous avons aujourd'hui effectivement une cellule qui répond à la population et la population reste chez elle. Il y a bien évidemment quelques cas qui sont amenés à être testés. Nous avons donc un certain nombre de personnes dont les tests sont en attente de résultats. Tout ce dispositif, ça demande une grosse organisation. On l'a vu dans le reportage juste avant. Comment est-ce que vous anticipez le potentiel risque de manque de personnel ? Alors c'est une énorme organisation. Alors je crois que c'est le moment effectivement de saluer aussi cette capacité qu'ont les hôpitaux publics à répondre à une crise de cette ampleur. Nous avons effectivement une organisation qui est en plus évolutive. Nous sommes amenés à l'ajuster chaque jour,
parfois plusieurs fois par jour. Et bien évidemment, nous avons cette préoccupation de savoir si nous allons pouvoir faire face en termes de personnel. Donc c'est une organisation de crise à laquelle nous sommes relativement rompus. Vous savez que les hôpitaux publics aujourd'hui ont une assez grande expérience et en tout cas se préparent de très très longue date à la gestion des crises de toute nature. Donc dans ce cas, dans le cas du coronavirus comme dans d'autres, nous avons bien évidemment été amenés à anticiper sur les différents niveaux de déclenchement de plans A, B, C, dans différentes hypothèses. Je crois qu'on peut dire que nos équipes aujourd'hui sont très très conscientes de cette difficulté, du risque. Elles sont sur le pont. Et je crois qu'elles sont en attente évidemment d'un vrai soutien aussi de la population et des pouvoirs publics. Mais chacun sait ici, parmi les personnels médicaux et non médicaux, combien il est important de pouvoir répondre à ces plans de crise. Et voilà, je pense aujourd'hui que nos équipes sont prêtes à cela. Très bien. Merci Marie-Odile Saillard d'avoir répondu à nos questions en direct. Pour rappel, je voudrais juste ajouter que si vous suspectez quoi que ce soit ou que vous revenez d'une zone à risque, il faut impérativement appeler le centre 15 et éviter tout contact. Ne vous rendez pas par exemple chez le médecin ni aux urgences. Voici maintenant l'histoire du projet fou d'un couple qui souhaite habiter tout en haut d'un château d'eau. Cette histoire n'est pas une fiction. Le vieux château d'eau de Petit-Réderchin était promis à la démolition, mais Claire Branca et Antoine Neu ont décidé d'y installer leur future maison à plus de 25 mètres de haut. Un reportage de Thibaut Desmerlet. S'offrir une vie de château, c'est bien. Mais avoir une vie de château d'eau, c'est encore mieux. C'est le rêve et le projet de Claire et Antoine qui se sont lancés dans une belle aventure l'année dernière. Ils sont tombés sous le charme de cet édifice. La commune de Petit-Réderchin leur a donc cédé l'ancien château d'eau pour 1 € symbolique. En haut de ce donjon en béton, le couple souhaite se nicher. Ils veulent construire leur appartement de 2 étages de plus de 125 mètres carrés. C'est Antoine à la base qui avait ce projet en tête avant qu'on se rencontre et finalement il a réussi, il est tellement passionné par ce projet qu'il m'a tout de suite emporté là-dedans et c'était une évidence pour nous de se lancer à deux et je lui fais confiance parce qu'il a toujours des réponses à tout, des solutions à tout, donc moi j'ai entièrement confiance en lui et je doute pas qu'on ira jusqu'au bout de l'aventure. Un chantier qui va durer plus de 3 ans et qui a son lot de difficultés. Première étape, détruire la cuve intérieure en béton pour libérer l'espace. Il faudra ensuite installer le plancher du niveau 0 de l'habitation, puis celui du premier étage. Mais le point le plus périlleux sera de créer les ouvertures pour les fenêtres. Il s'agit tout de même de découper des murs épais à 25 mètres de hauteur. Isolation, électricité, plomberie, tout est à faire. Pour faciliter l'accès au niveau supérieur, un monte-charge et un escalier seront installés. Mais rien ne semble les arrêter. Une maison ronde et atypique, c'est ce qu'ils veulent. C'est la nature un peu insolite du projet qui était attirant. Au final, si on veut restaurer ici, chez nous, c'est des corps de ferme ou des choses comme ça. Mais là, on avait vraiment un produit incroyable et quelque chose qui se trouve partout, mais dont on ne pense pas forcément à en faire une habitation. Et là, l'occasion s'est présentée, donc c'est une chance. Aujourd'hui, c'est la famille et les amis qui sont mis à contribution pour les travaux. Un plan d'architecte a été conçu, mais la construction est très évolutive, rien n'est figé. Pour cette professeure des écoles et cet électromécanicien, c'est un énorme défi, mais la récompense sera nettement plus grande. La hauteur, la vue, c'est l'essentiel du projet, il se situe là. La maison ronde, ça en plus, mais c'est vrai que la vue sur la forêt, la vue les Vosges, ça reste quand même unique, on va dire. Et si vous souhaitez voir la progression de ce chantier, vous pouvez suivre leurs aventures à partir de leur compte Instagram à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran ou qui ne s'affiche pas. En tout cas, l'adresse c'est @plop.lechâteau-d'eau. Voilà, pour retrouver toutes leurs aventures. On va se retrouver dans un petit instant pour la suite de notre émission. À tout de suite. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes.
Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas le Bagad de Lambiway, ambassadeur de la musique folklorique bretonne, ce vendredi 20 mars à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Et si les transports en commun étaient gratuits en France, les utiliserions-nous plus souvent? En tout cas, c'est intéressant comme question. Sandrine, d'où vient cette question? D'où elle te vient? Et en tout cas, est-ce que ce serait possible? Alors, en fait... Ce sera peut-être le cas un jour. Ce sera peut-être le cas un jour, mais c'est surtout actuellement le cas depuis le 29 février en test au Luxembourg, et c'est pour ça que j'ai pensé à cette question. Alors, tous les transports en commun sont désormais gratuits, donc bus, train, tram, pour justement encourager leur utilisation, parce qu'actuellement, il y a seulement 51% des déplacements professionnels au Luxembourg qui sont effectués par le biais des transports en commun, contre 70% à Paris. Alors, de notre côté, donc dans notre région, la voiture reste quand même le moyen le plus utilisé pour se rendre au travail. Alors, est-ce que la gratuité des transports intéresserait nos internautes? Ils nous répondent, pour ce cas, il y a Damien qui nous répond: bien sûr, pour les déplacements en ville, pas de stress au volant, pas de problème de parking, hors de prix, moins de pollution en tout cas. Alors, Gwendoline nous écrit également: bien sûr, ça éviterait toute cette pollution inutile, parce que certaines voitures, c'est vraiment affreux. Je suis une anti-voiture, on peut très bien s'en sortir sans, mais bon, il faudrait que les transports suivent, et les mettre gratuits serait déjà beaucoup, ça aiderait déjà beaucoup de personnes. Alors, pour d'autres de nos internautes, c'est un petit peu moins évident. Monique nous dit il y aurait trop de monde donc qui utiliserait ces transports en commun. Et enfin, Florian nous écrit: gratuit ou pas, je ne les prends pas. Il n'y a rien de mieux que la voiture. Bon, en tout cas, c'est leur avis. Voilà, on le respecte. Merci Sandrine pour cette chronique. De rien. On te retrouve juste après pour les bons plans de sortie. Je vais me tourner vers notre invité, Dr Pierre Leher. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler donc du cancer colorectal, puisque c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Alors, vous êtes membre du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, c'est anciennement la MODEMAS, voilà, c'est le nouveau nom. Nous sommes en mars, donc c'est Mars Bleu. C'est le nom qui a été donné à ce mois. Personnellement, je ne connaissais pas, ça ne me disait rien du tout. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a un manque de communication autour de ça? On parle moins du cancer colorectal que du cancer du sein. Et pourtant, il y a beaucoup d'actions à mener pour diminuer la mortalité par le cancer colorectal. C'est le cancer, le deuxième cancer le plus meurtrier, pardon. Oui, il pose un problème de santé publique par sa fréquence et par sa gravité. Et il a aussi tout ce qu'il faut pour faire un dépistage. Bon, on va voir tout ça dans un instant. Cette fois-ci, nous, on communique. En tout cas, ce cancer, il est responsable de près de 18 000 décès par an. Alors, qui est concerné? Comment se faire dépister? Voici une petite vidéo explicative. Le dépistage du cancer colorectal. Qui est concerné? Eh bien, les femmes et les hommes entre 50 et 74 ans.
Quand faut-il faire ce dépistage? C'est simple, tous les 2 ans. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce que le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier. Mais la bonne nouvelle, c'est que détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Alors comment dépister le cancer colorectal? Tous les 2 ans, vous recevez un courrier que vous présentez à votre médecin. Il peut aussi directement vous en parler lors d'une consultation. Et si vous êtes bien concerné, il vous remet le test de dépistage. C'est un test simple, rapide, indolore et pris en charge à 100%. Vous le faites ensuite chez vous, en 5 minutes, puis vous le renvoyez par la poste. Le dépistage du cancer colorectal, un geste simple peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. Alors on l'a vu dans cette vidéo, ce cancer il peut être guéri dans 9 cas sur 10, c'est quand même très très bien. Alors pourquoi y a-t-il si peu de personnes, on parle de 32,1% de la population, en tout cas en France seulement, qui participent à ce dépistage? Oui, c'est différent dans d'autres pays, mais en France c'est comme ça. Quand on parle aux gens, assez souvent ils nous disent « je n'avais pas de symptômes, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait ». Et justement, le dépistage, c'est pour les gens qui n'ont pas de symptômes. Si on a déjà un symptôme, faut peut-être faire la coloscopie directement, et c'est le médecin qui est le plus habilité à le dire, à faire le tri un peu dans les symptômes. Donc finalement, ce taux qui est bas en France, il peut s'expliquer donc par la malinformation, la désinformation, et aussi peut-être parce que c'est un sujet qui est tabou. Le cancer du côlon, on n'aime pas trop en parler généralement. Oui, et puis on espère passer à côté. Enfin, il y a plein des côtés psychologiques qui doivent intervenir. Il y a peut-être une culture française qui n'est pas trop dans la prévention et dans le dépistage. Il y a plein d'explications. Bon, l'important, ça serait d'évoluer vers une amélioration, parce qu'il y a vraiment des années de vie à gagner, mais beaucoup, quoi. On a tous les critères pour faire le dépistage, et dans d'autres pays c'est possible, donc il faut essayer, travailler pour... Une fois que les gens rentrent dans le processus, on a tous les gains attendus, comme ça a été fait dans des petites expériences. On a les critères, on a les découvertes. Le tissu médical en France, en Lorraine, en Moselle est satisfaisant pour les prendre en charge de façon adéquate. Le tout, c'est de rentrer dans le dépistage. Mais là-dessus, on est un peu en échec. Mais aussi, il y a une raison aussi, c'est que souvent on fait le lien cancer colorectal avec coloscopie. Alors la coloscopie, c'est quelque chose aussi qui peut faire qu'on hésite un petit peu à faire le test, quoi, de peur d'avoir un test positif. Bon. Oui, alors il y a 2 choses, mais le principe, c'est que quand on a un test positif, c'est vraiment très utile de faire une coloscopie. Alors peut-être que pour rassurer les gens, on pourrait leur dire, outre que l'examen se fait sous anesthésie générale, c'est que le plus souvent, on va trouver quelque chose, mais on ne va pas trouver un cancer. Le plus souvent, on va trouver une lésion qu'on appelle précancéreuse, qui n'est pas encore un cancer, mais qui peut le devenir. Et cette lésion, on va l'enlever sans opération. Vraiment, dans la grande majorité des cas, on va l'enlever simplement durant la coloscopie. D'où l'importance de faire le test, en fait, une fois qu'on a passé 50 ans, puisque finalement, il peut être retiré, si c'est un début, un polype, comme on appelle ça. On a le souci, nous aussi, de ne pas faire des coloscopies à tout le monde. Une autre stratégie serait de dire on fait une coloscopie à tout le monde. Il faut voir qu'on invite sur 2 ans 250 000 personnes en Moselle. Donc, la coloscopie à 250 000 personnes, il va falloir s'organiser. Mais donc là, justement, on a le principe d'un test de sélection. À qui faut-il le faire dans cette population générale qui ne se plaint de rien? À qui faut-il le faire? Eh bien, aux personnes qui saignent. Si elles le voient de visu, elles n'ont pas besoin de faire le test, elles voient leur médecin, j'ai du sang, je dois aller faire la coloscopie. Un petit peu quand même. Voilà. Mais si le test est positif que chez 4,9% de personnes, donc on aura trié dans la population effectivement à peu près 5% de personnes à qui on va faire le test. D'accord. Oui, parce que c'est important de rappeler que la population qui doit effectuer le dépistage tous les 2 ans, c'est une population qui ne présente ni antécédents familiaux, ni facteurs de risque. C'est des personnes tout à fait... voilà. Le dépistage doit être un plus pour rechercher des lésions chez des personnes qui n'auraient pas de raison a priori plus qu'une autre, donc qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas de parents proches qui aient développé un cancer ou des polypes assez tôt, qui eux-mêmes n'ont pas eu de polypes. Donc c'est augmenter l'efficacité de la recherche de cancer, c'est ces gens-là. Ça ne doit pas être les personnes qui doivent avoir une coloscopie, qui ont des symptômes, je parlais du sang, mais qui ont une diarrhée chronique, il faut qu'ils fassent la coloscopie, ils ne vont pas faire le test, ils vont directement à la coloscopie. Bien sûr, alors on parle de personnes qui ont entre 50 et 74 ans, c'est généralement la cible de personnes concernées. Oui.
À 75 ans, je ne peux plus rien avoir? J'ai aucun risque? Alors, cette cible alors pour ce qui est du seuil bas, 50 ans, c'est parce que les cancers, il y a toujours des cas particuliers, mais en santé publique, on ne peut pas raisonner sur les cas particuliers. Donc, la fréquence des cancers commence à augmenter à partir de 55 ans. On prend de la marge, on va avant, d'autant plus que nous, on cherche pas que des cancers, on cherche des polypes qui sont certainement survenus un peu plus tôt. Donc on commence. Ça, c'est pour l'âge bas, à partir duquel on rentre dans la... Et là, on a les invitations tous les 2 ans. Et puis, à 75 ans, ça s'arrête. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne risque plus d'avoir de cancer. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de cas particuliers qui n'auraient peut-être pas le dépistage à faire parce qu'ils ont d'autres maladies, d'autres soucis. Il y a aussi simplement un taux de participation qui devient vraiment très inférieur. Et en France, il est déjà un petit peu bas. Parce que les gens, quand ils ont plus de 75, 76, 77 ans, ils participent de moins en moins, ils deviennent un peu fatalistes peut-être. Enfin, toujours est-il que la personne qui a le souci de se faire dépister peut voir son médecin traitant pour avoir un test de dépistage. Les conditions de réalisation sont différentes, mais au cas par cas, on peut toujours bénéficier d'une prise en charge adéquate. D'accord. Alors pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, on va regarder une petite vidéo, une seconde vidéo qui va expliquer comment, où se manifeste ce polype ou ce cancer et pourquoi c'est important de se faire dépister. Le cancer colorectal, pourquoi se faire dépister ? Notre corps se compose de cellules. Au cours de leur vie, ces cellules peuvent être endommagées et former une tumeur. Dans le cas du cancer colorectal, cette tumeur appelée polype apparaît sur la paroi interne du côlon et du rectum. Ce polype grossit lentement et peut se transformer en cancer. Ce processus peut durer une dizaine d'années. Au cours de son développement, le polype peut saigner, un saignement qui continue au stade de cancer. Comment dépister le cancer colorectal ? Pour lutter contre le cancer colorectal, il existe un test de dépistage simple et efficace à faire chez vous en 5 minutes. Le test permet de détecter ce sang invisible à l'œil nu. En cas de test positif, une coloscopie sera proposée. Grâce au dépistage, on peut ainsi repérer un cancer à un stade débutant avant l'apparition de symptômes et augmenter les chances de guérison. Et dans certains cas, on peut détecter un polype avant qu'il ne se transforme en cancer. Ce polype sera enlevé lors d'une coloscopie. Contre le cancer colorectal, un dépistage tous les 2 ans peut vous sauver la vie. Vous avez entre 50 et 74 ans, parlez-en avec votre médecin. Alors ce test de dépistage, Dr Leher, il est très simple finalement d'utilisation, d'accès, mais est-ce qu'il est vraiment fiable ? On ne demande pas la même chose à un test de dépistage qu'à une coloscopie. Le test de dépistage a progressé. Il y a eu une première génération qu'on appelait Hémoculte. On continue à appeler Hémoculte, mais maintenant il s'appelle Sensor. Les techniques de recherche sont différentes. Auparavant, on détectait une lésion sur 2 qui ne faisait pas parler d'elle. Maintenant, on est plutôt à près de 3 sur 4, on détecte beaucoup plus de lésions, d'adénomes et de cancers. Alors, il n'est pas parfait et donc on en est conscient et on dit bien aux patients que s'ils ont un test négatif, l'histoire n'est pas tout à fait close. S'ils ont des symptômes, il faut, ou s'ils prennent connaissance d'antécédents familiaux proches qui ont eu un cancer avant 65 ans, il faut revoir son médecin, refaire le point et s'adapter. Et dans le cas contraire aussi, si c'est positif une fois, ça n'empêche pas que ce soit positif une seconde fois. Si c'est positif, oui, bien sûr, parce qu'avec le temps qui passe, il peut y avoir un adénome ou un polype qui apparaît. Oui, oui, bien sûr. Donc là, on refait tous les 2 ans. Mais normalement, quand on a fait une coloscopie, la coloscopie est quand même supérieure au test, bien supérieur. On a bien regardé si c'était bien propre. Et là, donc, ce n'est pas la peine de refaire un test avant 5 ans. D'accord. Il y a un chiffre qui est marquant. Le taux actuel de participation au dépistage permet d'éviter 2600 décès par an. Avec un taux à 65%, on en éviterait le triple, 6600. Ah oui, là c'est mathématique. Et ces données qui existent depuis le début, que les premières expériences en population avaient été faites dans Côte d'Or et comme ça, eh bien, elles tombent toujours. On observe le même gain chez nous, on observe le même pourcentage de cancer, relativement modeste, le même taux d'adénome que ce qui est prévu dans les petites études.
Ce qui nous manque pour diminuer davantage le nombre de cancers, c'est qu'il y ait plus de personnes qui rentrent dans ce dépistage. Voilà, sinon, le reste suit. Dépister. Et c'est votre rôle au CRCDC, le centre de dépistage, de proposer des dépistages organisés. D'essayer de faire... Et puis on l'évalue aussi. Hein. Quand on a des tests positifs, quand je dis que on confirme la vérité de ce qui était dit, c'est parce que l'effort est fait au niveau de la structure de prendre connaissance des résultats des coloscopies, des résultats des opérations éventuelles, des résultats de type de polype qu'on a enlevé. Donc tous ces tests confirment. On trouve donc à peu près 7% de cancer, on trouve à peu près 30% de polypes qui étaient vraiment menaçants de devenir, et une vingtaine de pourcents de polypes qui, eux, leur avenir était un peu plus incertain, on va dire. J'ai une dernière petite question. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravant les risques d'attraper le cancer du colorectal, d'alimentation, de mode de vie? Oui, bien sûr. Alors là, nous, on était dans le dépistage. Là, on parle de prévention primaire. Que faire pour limiter son risque? Alors attention, on a des moyens de faire. C'est très net si on considère la population française. Au niveau individuel, ça diminuera son risque de 30-40%. D'accord. Alors, les choses sont claires. Là aussi, il y a des corrélations moins fortes que, par exemple, le tabac pour le poumon, mais quand même sensibles. Donc, le fait d'adopter une vie où on ne fumerait pas, où on boirait très modérément, où on maintiendrait une activité physique régulière, on n'a pas besoin de faire du sport. Moi, je suis assez pour le sport parce qu'il y a un effet d'entraînement, mais on peut très bien marcher tranquillement si on s'astreint à ça. Si on fait attention à ce qu'on mange, plutôt des fruits et légumes, et éviter les plats tout cuisinés, faire plutôt des produits, les travailler, ces produits soi-même. Et ces deux dernières conditions permettent peut-être d'éviter le surpoids. Si on applique ça, on a 30 à 40% de risque de moins d'avoir un cancer du côlon. Et ça concerne presque tous les cancers, ça. Donc ça diminue. Et en même temps, ça diminue aussi un peu les risques cardiovasculaires. Voilà, donc c'est bon sur tous les plans. Mais il ne faudrait pas, par exemple, parce qu'on a bien fait la prévention, se dire moi, j'ai pas besoin de faire le dépistage. On diminue son risque de 30%, c'est bien, tant mieux. Mais à caractère individuel, on peut quand même présenter des polypes et un cancer. Dans tous les cas, à partir de 50 ans, il vaut mieux aller se faire dépister, en tout cas. Merci docteur Pierre Léher d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors je vais juste résumer en quelques chiffres. Le cancer du côlon, c'est 45 000 personnes touchées en France chaque année, hommes et femmes. C'est le 3e cancer le plus fréquent, le 2e plus meurtrier. Pourtant seulement 32% de la population effectue un dépistage. Il peut être guéri dans 9 cas sur 10 s'il est détecté assez tôt. Voilà, il faut se faire dépister tous les 2 ans. Ça prend 5 minutes, c'est gratuit. J'ai bien résumé ? Parfaitement, il suffit que ça suive maintenant. Bon. Alors en tout cas, pour aller plus loin, vous pouvez contacter, si vous le souhaitez, donc l'Institut national du cancer à l'adresse e-cancer.fr. Aussi également le Centre régional de coordination des dépistages des cancers, ou alors vous adresser directement à votre médecin traitant. Ça reste encore la meilleure solution. Un petit mot quand même pour dire qu'à Sarreguemines, je crois que la population participe un petit peu plus. Donc c'est encourageant, ça peut encore se confirmer et s'améliorer. Oui, les chiffres locaux sont meilleurs que les chiffres nationaux. Oui. Donc on est plutôt bon en Moselle. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va poursuivre notre émission donc avec les sorties du week-end, des bons plans que tu vas nous présenter, Sandrine. On commence avec un spectacle musical. Oui, de la chorale Opus 57 de Frémin-Merlebach qui vous présente son spectacle du Rififi à Krunolstein. Alors l'intrigue se tourne autour d'un des membres d'une chorale et pas des moindres puisqu'il s'agit du chef et il aurait disparu durant la nuit. Alors les choristes vont explorer en chanson toutes les solutions possibles jusqu'à l'absurde, mais pour savoir ce qui lui est réellement arrivé, il faudra vous rendre samedi à l'espace culturel de Putelange à partir de 20h et des billets en prévente sont disponibles chez Angèle ou au Foyer des Lacs. Et une 46e exposition d'art sera organisée à Forbach. Oui, dans la galerie Tête de l'Art qui fête ses 6 ans et qui le célèbre avec tout le monde en organisant une exposition ouverte à tous. Peintures et sculptures y seront visibles jusqu'au 11 avril et à partir de samedi, date du vernissage qui aura lieu à 18h30. Mais ce n'est pas le seul événement de ce long week-end qui se terminera mercredi à 20h avec Monochrome et la représentation de la pièce Art revisitée par David Francisco. Mais avant ça, vous pourrez également assister dimanche à 16h au concert du groupe Paradoxe. L'entrée sera libre pour l'ensemble de ces événements. Et ce week-end, on pourra aussi retrouver de la gymnastique, Sandrine.
Oui, alors ce week-end aura lieu le championnat interdépartemental fédéral A et performance individuelle. Donc l'occasion pour vous de venir encourager vos gymnastes locales qui tenteront de se qualifier pour les demi-finales, mais également d'apprécier le niveau de cette compétition. Alors pour le faire, rendez-vous samedi et dimanche au complexe Émilie Le Pennec. Super, on reste dans le local, mais avec un tout autre univers cette fois. Oui, celui des vins et des produits du terroir, avec un salon qui est organisé à Rohrbach par l'association pour l'animation de Rohrbach. Pour en profiter, rendez-vous à la salle Schumann vendredi de 14h à 20h, samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h. Des démonstrations culinaires vous seront proposées samedi et dimanche. Et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. On le sait. À cette occasion, tu nous proposes une sortie. Oui, comme chaque année, la marque de vente à domicile au Moulin Rose organise une grande opération nationale afin de célébrer la femme et la féminité à travers les journées culottées. Alors cette opération avait déjà été organisée sur le secteur par le passé et elle sera de retour ce dimanche à Ambar au restaurant Le Crutschisser de 10h à 17h. Au programme massage, détente, sophrologie, mais aussi gourmandise, fleurs et photos. Et évidemment, tout est offert, alors allez en profiter. Et en parlant d'ailleurs des journées internationales, enfin des journées internationales des droits de la femme. Il me semble que demain il y aura plusieurs reportages à ce sujet dans notre émission. Bon, ne les manquez pas. Surprise alors. On ne peut pas en dévoiler plus, mais voilà, à vous de voir. Rendez-vous donc demain à midi pour le savoir. C'est ça. Merci Sandrine en tout cas pour ta chronique. On arrive au terme de cette émission. On donne maintenant la parole à Victor Dos Santos, candidat à la mairie de Bitche. Nous lui avons donné 15 minutes pour convaincre. Je vous laisse écouter. Très bonne journée à toutes et à tous. Victor Dos Santos, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à présenter une liste ici à Bitche ? Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et je voudrais remercier l'ensemble des téléspectateurs, et nommément les Bitchoises et les Bitchois, qui prennent de leur temps pour regarder donc ce programme. Je voudrais remercier également Anita à la Brasserie de la Poste, puisque cette émission se tourne à Bitche à la Brasserie de la Poste. Pour répondre à votre question, je suis arrivé à Bitche il y a 10 ans parce que j'y avais trouvé un travail. Et je constate depuis 10 ans que la ville est en déclin. Alors elle est en déclin du point de vue de l'emploi, mais également du point de vue de la population, de sa santé, des services publics, et j'en passe, évidemment. Donc je pense que cette ville est endormie, et ce qui m'a poussé à constituer une liste et à monter une campagne, une candidature, eh bien, c'est d'être utile et de proposer de renouveler le personnel politique ici à Bitche pour un nouveau départ et un nouvel élan. Alors, sur quels critères est-ce que vous avez bâti votre liste ? Quels sont finalement les profils retenus ? Alors, plutôt que profil, je préfère parler, je dirais, de caractère des uns et des autres, en tout cas d'hommes et de femmes. Ce qui a guidé nos choix, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec mon cercle proche, les premiers qui m'ont rejoint, eh bien, c'était d'avoir des personnes qui ont de véritables compétences, une vraie détermination, de l'expérience, et on a voulu que ce soit des personnes qui puissent apporter vraiment ce renouveau dont la ville a tant besoin. Donc pour 95% d'entre eux, ils ne se sont jamais présentés à une élection, et ils ont surtout des chemins de vie très différents les uns des autres. Donc je pense que toute cette équipe, qui est à la fois hétérogène et très unie, peut apporter quelque chose de véritablement nouveau. Ce sont des personnes qui sont d'une loyauté extrêmement rare, ça j'y tiens, et le 109 c'est aussi ça, c'est la loyauté. En matière d'aménagement urbain, alors quelles sont vos propositions ? Alors, toute notre action est fondée sur 3 objectifs primordiaux. Le premier, c'est l'emploi. Le deuxième, c'est maîtriser les finances. Et le troisième, c'est faire en sorte que la ville soit de plus en plus attractive. Donc, pour cela, en matière d'aménagement urbain, nous rénoverons des bâtiments plutôt que de construire des bâtiments neufs. C'est la méthode de Joseph Schaeffer. Je veux dire, nous n'inventerons rien en faisant cela. L'idée, c'est que systématiquement, si vous voulez, en créant de nouveaux bâtiments, on se retrouve avec un nouveau problème qu'on n'aurait pas eu si on avait rénové un bâtiment ancien. Je pense à la maison de l'enfant, nouveau bâtiment, elle est déjà bourrée de malfaçons. Si on avait rénové une friche, sans doute nous n'aurions pas ce problème. Et les friches sont toujours là.
Ça, c'est la première des choses. Je pense et je sais que nous ne relocaliserons aucune école. La vie de quartier, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas demander aux familles de traverser la ville 4 fois par jour pour aller chercher et emmener les enfants. Et puis, en matière d'aménagement urbain, tout, mais alors absolument tout, sera fait pour le centre-ville. Je pense à la rue Tessier, au 4e cuir. L'idée est de pouvoir, si vous voulez, redynamiser cet ensemble-là et de faire en sorte de rénover en même temps 5 km de voirie au moins par an. Je ne vous fais pas un dessin, la voirie est dans un état qui n'est pas terrible à Beach. Alors, nous allons développer aussi les mobilités. Ça, c'est de l'aménagement urbain. Il y aura des abribus et des affichages pour notre projet Mobi Rural. J'invite les téléspectateurs à se renseigner sur notre programme. Tout est détaillé. Des abribus écologiques, bien évidemment. Et puis, nous reprendrons les travaux à la Citadelle. Ça, c'est évident. On maintiendra toutes les animations en mettant le paquet sur les estivales. On rénove l'espace Cassin. On construit les vestiaires et les douches dignes de ce nom au stade municipal, utilisé quand même par les écoles, pas seulement par le club de foot. Je crois que tout le monde a y gagné. On lance des travaux au COSEC. Et puis, ma foi, il est vraiment temps de construire un stand de tir intercommunal, je le dis bien, digne de ce nom. La société de tir exporte notre nom dans le monde entier. Et puis, une dernière chose quand même, je pense qu'il faut du bon sens. On ne va pas lancer tous les chantiers comme ça. On fera attention, encore une fois, aux finances. On ira chercher des subventions là où on pourra aller en chercher. Mais surtout, on n'investira pas là où on pense qu'il n'y a pas de retombées économiques sur la ville. Et une dernière chose, puisqu'on parle d'aménagement urbain, je pense qu'il faudra que chacun respecte cet aménagement urbain et nous serons franchement totalement intransigeants sur tout ce qui concerne les incivilités. Et comment est-ce que vous allez concrètement vous impliquer dans la dynamique économique? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les commerçants et les artisans de Beach, et d'ailleurs dans toute la France, font face à une concurrence évidente du point de vue d'Internet et des grandes et moyennes surfaces. Donc déjà, nous tenterons de travailler, nous travaillerons d'ailleurs avec les commerçants et les artisans pour dégager la qualité de leur offre et la qualité de leur service. Pour cela, il y aura un manager de centre-ville à plein temps qui aidera les uns et les autres à, je dirais, dans leur démarche administrative, mais aussi dans leur démarche commerciale, ceux qui sont installés pour qu'ils se développent, mais aussi ceux qui viendraient à s'y installer. Car l'objectif, il est quand même de relocaliser des commerces ici à Beach. Et je compte aussi sur les Beachois, ai-je besoin de le dire, pour consommer Beachois. Ça, c'est vraiment essentiel dans le dispositif. Alors, il y a un deuxième élément qui, moi, me paraît assez intéressant, c'est celui de mettre en place un label qui regrouperait pas mal de labels qui existent actuellement, qui serait un label qualité Pays de Beach. Cela permettrait deux choses. La première, ce serait que chaque consommateur au Pays de Beach puisse connaître, je dirais, puisse avoir un référentiel vis-à-vis des produits qu'il achète. Et ce référentiel-là est très important parce qu'il permettra aussi aux extérieurs du Pays de Beach je dirais, d'avoir un élément de référence qui est celui de la qualité du Pays de Beach. On a des talents gigantesques ici. On a des meilleurs ouvriers de France. On a de très grands professionnels dans tous les domaines. Je pense que ça peut fonctionner. Et puis concrètement, pour l'industrie, on ne peut pas localiser ici d'industrie polluante. Donc nous miserons évidemment sur le numérique, sur des espaces de travail partagés et puis bien sûr sur la formation sur place. Il me semble que la question du bois et de l'agriculture, c'est une partie de notre avenir. Nous devons absolument travailler ces questions, que ce soit du point de vue de la formation, mais aussi du point de vue de l'exploitation, de la vente et du renouvellement. Dans le domaine de l'éducation et des jeunes, de l'école, quels sont vos projets? Alors, concrètement, tout de suite, nous sécuriserons les abords des écoles. Là où c'est possible, nous ferons des aménagements en dur, si je puis dire. Là où c'est impossible, nous déploierons des agents. Et je pense que les aménagements peuvent déjà régler 90% des problèmes. Pour la formation, c'est exactement la même chose. On doit absolument relocaliser des formations techniques et professionnelles ici. L'emploi, c'est pas sortir un lapin de son chapeau, quoi. Donc très clairement, on favorisera aussi des projets totalement innovants pour Beach en la matière. Et puis, je voudrais terminer là-dessus en vous indiquant quelques projets pour la jeunesse et pour l'éducation. Nous allons lancer un périscolaire en allemand, 100% en allemand.
c'est essentiel. On créera une MJC ou un foyer culturel au 4e cuir, là encore pour pouvoir développer de nombreuses activités pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes. Et puis on créera une aire de jeu pour enfants au quartier Pasteur et on s'occupera d'Asselfourt, en tout cas de l'aire de jeu, mais aussi de tous les abords. La jeunesse, c'est essentiel pour nous. Dans jeunesse, il y a famille, et dans jeunesse, il y a aussi les seniors, parce que je vous rappelle que les grands-parents s'occupent des enfants. Et puis il y a la vie associative et sportive et culturelle. De quelle façon est-ce que vous allez mener vos projets? Bon, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons rénover, nous allons porter des projets de rénovation des installations. Donc ça, c'est une partie de la réponse à votre question. L'autre partie, c'est que je serai toujours disponible, ma porte sera toujours ouverte pour recevoir toutes les associations et nous les aiderons dans leur démarche. Moi, je ne promets rien, je m'engage. Ils trouveront à mes côtés quelqu'un qui respecte sa parole, ils me connaissent tous. L'environnement devient un sujet de plus en plus préoccupant. En tant que maire, quelles orientations prendrez-vous pour votre ville? Alors, je vous précise tout de suite, ce n'est pas ma ville, mais c'est vraiment notre ville. Donc ça, c'est essentiel. Je badine un petit peu en disant ça, mais avec un fond de vérité, parce que cette ville, effectivement, est dans un cadre unique, un cadre naturel unique. Et je pense qu'il faut le préserver. Concrètement, du point de vue de l'environnement, je vois tout de suite la régie d'électricité de Beach, par exemple. Je la vois fusionner avec Tubéo. Pourquoi? Parce qu'on peut miser, grâce à cette nouvelle structure, d'abord sur le numérique, comme j'ai dit, mais aussi sur les énergies renouvelables. Photovoltaïque, le bois, on en a parlé, et on est là dans les industries non polluantes. Donc je pense que garder sur place et gérer correctement nos ressources, c'est une vraie valeur écologique, mais aussi économique. Il y a un potentiel qui n'est pas exploité ici. Et puis, je vous l'ai dit, clairement, la rénovation énergétique des bâtiments en centre-ville, ici, par exemple, des façades, ça, c'est de l'attractivité. Et puis, nos consommations en matière d'énergie fossile, on peut les réduire, évidemment. Ça, c'est une évidence, ne serait-ce qu'avec l'éclairage public. Je vous ai parlé de Bobby Rural, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, on crée une recyclerie à Beach, c'est pas compliqué à faire. Ça se fait demain et vous verrez, il y a des formes alternatives de consommation. D'ailleurs, vos confrères du Républicain Lorrain en ont parlé il y a quelque temps. L'occasion, ça se développe. Et puis, on favorisera les déplacements à pied et à vélo en ville le week-end d'abord. Et puis, une dernière chose quand même qui me paraît importante en matière d'environnement, c'est que le bien-être animal aujourd'hui est une question des plus importantes. D'abord, pour ce qu'elle représente en termes d'humanité, et ensuite pour ce qu'elle représente en termes d'environnement et de salubrité et de santé publique. Je fais un petit coucou aux amis des Beacher Cats, entre autres à la SPA bien évidemment, et à chacun des Beachois qui a un animal et qui s'en occupe très clairement. Donc vous voyez, l'environnement c'est pas une obligation, c'est pas une option, c'est une obligation clairement, c'est clairement une obligation. Et puis je vais vous dire un secret que vous répéterez pas, bien sûr, mais croyez-moi, l'environnement est une source d'expansion économique pour cette ville et pour ce pays. Et ça, c'est clair. En tant que premier magistrat, vous serez aussi sollicité pour travailler sur les compétences intercommunales. Alors, quelles sont vos aspirations et visions dans ce domaine? Alors, les Beachois, le 15 mars, vont se choisir un maire. Donc, je les invite d'abord à regarder les programmes et à regarder ce que proposent donc les différentes équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on saura, avec mon équipe, défendre les intérêts de Beach et de toutes les communes à la communauté de communes. Pendant de nombreuses années, on a joué une pièce de théâtre qui n'était pas extraordinaire, qui était Rohrbach face à Beach, ou alors la ruralité contre Beach, etc. Je crois qu'aujourd'hui, Beach est une ville qui doit absolument se développer. Elle est le pôle phare du Beacherland, elle doit le redevenir, très clairement. Il ne faut pas qu'elle joue un rôle de siphon. Il faut au contraire qu'elle montre une voie et que l'ensemble des communes se disent « mais ma foi, Beach doit se relever. Ce déclin, il est possible de l'enrayer. » La Comcom est une partie de la réponse. Mais Beach en elle-même, c'est une énorme partie de cette réponse. Alors, si vous voulez savoir si je suis candidat, parce que c'est sans doute ça qui vous intéresse, Monsieur Hoffmann, je peux vous garantir une chose, vous le saurez d'ici 1 mois et demi au plus tard, ou d'ici 1 mois. Donc rassurez-vous, la réponse, vous l'aurez. Mais encore une fois, Beach jouera effectivement un rôle de
premier plan à la communauté de communes, avec l'ensemble des communes, et je pense que c'est tous ensemble que nous y arriverons. Regardez une carte des départements en France, regardez les découpages départementaux, le pays de Bitche se voit de tout en haut. Il y a d'autres pays, comme le pays de Sarreguemines, qu'on n'arrive pas à identifier. Bitche, on arrive à l'identifier. Et lorsque vous regardez également la surface et les ressources de ce pays, eh bien, vous les comparez aux autres voisins et vous vous dites que nous n'avons pas à avoir honte. Nous avons ce potentiel. La communauté de communes est là pour ça. Elle est là pour unifier. Elle n'est pas là pour diviser. Bitche agira dans ce sens-là. Enfin, une dernière chose à ce sujet, les citoyens ont le droit de savoir ce qui se passe en coulisses. Donc, mon équipe, j'espère que les citoyens de Bitche nous feront confiance et qu'ils nous donneront une très forte majorité, et ça dès le premier tour. Eh bien, mon équipe et moi-même, nous mènerons une campagne intercommunale au vu et au su de tout le monde, et non pas en contactant les uns et les autres. Nous dirons clairement ce que nous faisons, ce que nous pensons, et je compte sur les médias que vous êtes, ainsi que sur le Républicain Lorrain, et puis les réseaux sociaux, évidemment, on s'en servira pour tenir informé de tout ce qui se passe en la matière. Au-delà des paroles, il y a des actes. Alors pourquoi les électeurs devraient-ils vous faire confiance? Alors les Bitchoises et les Bitchois nous connaissent. Ils connaissent aussi mes trois adversaires. Les électeurs nous donneront un signe clair, je le crois et je le sais, dès le 15 mars. Et je me fie totalement à leur jugement. C'est en réalité le seul qui compte. Et de plus, dans ces moments-là, croyez-moi, les Bitchoises et les Bitchois font toujours le bon choix. Il y a des moments comme ça dans l'histoire qui sont des moments charnières. 2020, c'est essentiel. Donc je n'ai aucun conseil ou aucune chose à dire pour convaincre les Bitchois. Je me fie entièrement à leur jugement. Et c'est pour ça que je demande à chacune et à chacun de lire l'ensemble des programmes et de s'interroger sur ce que peut être la tête de liste en tant que maire. Ils vont se choisir un maire. Il vous reste 1 minute pour conclure. Alors, je vous remercie la télévision, je vous remercie, chères Bitchoises et chers Bitchois, d'avoir pris le temps de regarder cette émission. Et si vous me placez à la tête de la ville, vous pouvez compter sur moi. Et vous pouvez compter sur mon équipe pour être au travail et surtout pour être impartial. Je ne suis l'homme d'aucun parti et c'est ma première campagne électorale. J'ai choisi Bitche parce que je crois en son avenir. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux lors de nos rencontres, dans ma permanence, dans les lieux publics ou chez vous lorsque vous me recevez. Et une Bitchoise m'a récemment dit d'ailleurs qu'elle voterait pour nous, pour la liste Réussir Bitche, parce qu'elle croit au renouvellement et à l'ouverture. Elle veut du sang neuf. Elle a ajouté d'ailleurs que Joseph Schaeffer, Louis-Casimir Tessier ou encore Jean-Jacques Kieffer n'étaient pas de Bitche. Alors, je compte vraiment sur vous, parce que lorsque la situation est compliquée, vous faites appel à des gens qui veulent vraiment relever Bitche. Merci.